Bonjour, nous sommes le 12 juin, il est un peu plus de midi, le temps est nuageux mais il fait bon, donc on est en tenue estivale. Goliath lui a toujours son poil long, mais le rendez-vous est prévu chez la toiletteuse, ne vous inquiétez pas, et pour les chaleurs il sera à poil court. Alors on s'embarque ici tous les deux dans une promenade inédite. Bon voilà, j'aime bien de prendre ce risque, je ne sais pas trop où on va, c'est un nouveau chemin, je ne l'avais jamais vu, puis je viens de le voir, là sur le côté, une route que je connais, mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait un chemin sur le côté. Alors ça descend assez fort, on ne sait pas ce qu'on va trouver, ça a l'air charmant, et c'est un peu abrité du vent, parce que c'est ça que je voulais, il y a quand même pas mal de vent, la bonnette anti-vent est en place, et j'espère que le son sera correct. Alors je vous parle aujourd'hui d'un sujet inédit, qui va probablement faire quelques remous, au minimum, voire plus, si affinité, parce que je vais critiquer la façon de faire de beaucoup de mes collègues en médecine fonctionnelle, qu'on peut aussi appeler médecine intégrative, médecine nutritionnelle. Bon, il y a tout un tas de termes, vous savez que moi je me tiens, mais depuis déjà une vingtaine d'années à la terminologie de médecine fonctionnelle, ce qui à l'époque était quand même assez audacieux, mais qui maintenant est de plus en plus connu, reconnu, même en Europe, et évidemment très largement aux États-Unis, où il y a des millions d'Américains qui adoptent la façon de voir et les préceptes de la médecine fonctionnelle. Mais quelle médecine fonctionnelle voulons-nous exactement? Voilà, ça c'est la question. Et alors moi j'ai une façon de pratiquer la médecine fonctionnelle qui a peut-être un peu évolué, mais qui a toujours correspondu à cette tendance. Mais je crois que cette tendance s'est affirmée au fil des années. Voilà, nous entrons ici, vous voyez, dans une zone où les épicéas ont été ravagés par les scolites. C'est assez spectaculaire, il n'y a plus que des squelettes. Alors apparemment cette épidémie serait en pause. Bon, j'attends de voir, mais vous voyez, l'écorce est tombée parce que les scolites se sont développés en dessous et se nourrissent de la résine, etc., qui est en dessous de... Bon, je ne connais pas les détails de la vie privée des scolites. Toujours est-il que cette écorce se détache, tombe, et l'arbre, évidemment, meurt. Donc, vous voyez, toute la zone derrière moi est morte. Alors, au début, il est rasé de peur que ça contagie d'autres arbres. Apparemment, ça s'est un peu calmé. Il faut dire que ce bois d'épicéa ne vaut plus rien. Parce que, voilà, il y a des millions d'épicéas qui sont morts sur les 2-3 dernières années. Et il est évident qu'il y a un rapport avec le réchauffement. Vous savez qu'en termes de réchauffement, moi qui suis intéressé par la mycologie et qui communique avec mes collègues mycologues qui le sont eux depuis des décennies, moi ça fait seulement 6-7 ans, les espèces changent, les espèces mycologiques changent et on commence à trouver chez nous des espèces qui sont en principe spécifiques du sud de la France. On ne les trouve pas partout, on les trouve dans les endroits thermophiles, exposés, comme dans certaines carrières et certains emplacements bien spécifiques à Nîmes, N-I-S-M-E, par le Nîmes, évidemment, du sud de la France, un peu comme un clin d'œil, évidemment. Oula, il y a de la boue ici. Regardez. On voit, ici je fais un peu de l'élitreillage, je peux vous dire, parce que j'ai pas envie que Goliath soit tout boueux, parce qu'après, la Goliath, hop, élitreillage de Goliath. Bon, je vous le montre pas, parce que sinon je vais perdre tout mon centrage, là ça va aller mieux. Allez, viens. Donc, à Nîmes, en Belgique, il y a des espèces qu'on vient de trouver récemment, qui ne sont pas du tout des espèces de nos régions, qui sont des espèces du sud de la France. Ce sont évidemment sur des endroits exposés au soleil, exposés au sud, donc des zones thermophiles, comme on les appelle, mais des espèces nouvelles pour la Belgique. Bon.
Bref, revenons à notre sujet, puisque là, je me suis un peu égaré avec les scolites et les épicéas qui sont menacés en tant qu'espèce. C'est pas d'ailleurs une espèce endogène de départ, donc quelque part, c'est la nature qui reprend ses droits aussi, en plus de changement de température. Et donc, voilà, vous voyez, j'hésite un peu à foncer tête baissée, mais voilà, on va quand même y passer, et j'ai un message à donner aujourd'hui au public, aux patients potentiels, mais aussi à mes collègues, parce qu'il y en a pas mal qui écoutent, et puis alors, évidemment, la majorité n'écoute pas, mais leurs patients pourraient écouter et pourraient éventuellement faire des commentaires et revenir vers eux avec mes remarques. Bon, de toute façon, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous dire comment moi je vois la chose, et je crois pouvoir dire que je pratique la médecine fonctionnelle selon un paradigme qui m'est quand même propre, et qui en tout cas réfute une manière très fréquente de travailler parmi mes collègues, presque la règle, oserais-je dire, mais probablement pas pour toute leur pratique, pour une partie de ce qu'ils font en médecine fonctionnelle. Et moi, ça me choque. Au début, je trouvais ça normal, et donc je l'ai fait aussi en partie, et petit à petit, je peux dire que ça me déplaît, et que je trouve que c'est pas du tout logique. Alors, je vous explique, parce que pour le moment, je tourne autour du pot. Je vous explique, je mets les pieds dans le plat. Quel est le paradigme suivi en médecine classique allopathique, où finalement la démarche se termine par la prescription d'un médicament? On regarde soit un symptôme, soit on traite un diagnostic qu'on a établi. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose que je remets en question. Le diagnostic, voilà, il est ce qu'il est. Dans les vidéos précédentes, j'ai tout à fait accepté des diagnostics de SIBO ou d'IBS. Je les remets un peu en question, je les secoue, je les retourne, je regarde ce qu'il y a dedans, je regarde ce qui tombe hors de la tirelire. C'est parfois évidemment des étiquettes vides de sens. Enfin bon, ce sont des diagnostics sur base desquels on travaille. C'est pas ça le problème. Le diagnostic, ok, mais quelle réponse apportons au diagnostic? Quelle réponse apportons aux symptômes? En médecine allopathique classique, il y a une espèce de relation directe, un symptôme, un médicament, un diagnostic, un médicament. Et c'est figé. Bon, évidemment, ça peut être affiné, il peut y avoir une combinaison de médicaments face à un certain diagnostic ou un choix de thérapie. Et évidemment, le médecin va choisir le traitement qui lui paraît le plus approprié. Mais, quelque part, pour résumer tout ça, ce qu'on met en place, en général, sont des traitements de la conséquence. On traite la conséquence. Le symptôme est une conséquence. Le symptôme n'est pas la cause. Et on traite le symptôme. Bon là, c'est classique. Patient déprimé, on donne un antidépresseur. Patient insomniaque, on donne un somnifère. Patient qui se plaint de douleur, on donne un antidouleur. Anti-inflammatoire, anti-tout. Okay? Donc, traitement symptomatique. Et puis alors, en médecine fonctionnelle, on fait la même chose. On traite le symptôme. Il y a aussi des espèces de règles, de protocoles, mot que je déteste. Si vous ne voulez pas totalement mal disposé, si certains d'entre vous sont mes patients, deviendraient un jour mes patients, ne me demandez pas mon protocole pour ceci ou cela. Parce que le mot protocole
donne, je trouve, une notion de figé. Bon, alors moi, je parle de programme. Je trouve que le mot programme suggère quand même que ça va être adapté au patient. Le protocole, c'est plutôt, je dirais, adapté au médecin. Le médecin, il a son protocole. Voilà, il a trouvé quelque chose. Il ne peut pas le faire breveter, mais s'il pouvait, il le ferait. Et alors, il a son protocole. Voilà. Et c'est toujours le même, quel que soit finalement le patient, parce que le protocole dépend du symptôme ou du diagnostic. Moi, ça ne me va pas. Mais pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse en médecine fonctionnelle, parce que sinon, à quoi ça sert, c'est de soigner la cause. Et pas la conséquence. Parce que si on soigne la cause va disparaître. En général, le patient a déjà soigné la conséquence. Vous savez, il a probablement déjà essayé avec son médecin de prendre un médicament pour apaiser ce symptôme. Et alors il va voir un médecin fonctionnel qui va faire la même chose, mais avec un produit naturel. Et le patient est content parce que ce n'est pas un patient qui est très fan du chimique. Et donc, oui, mais non, voilà, bon, non, moi je prends plus ce médicament-là qui me donne des effets secondaires. C'est quand même toujours un peu toxique. Non, maintenant, je me soigne je me soigne avec la médecine fonctionnelle d'une manière naturelle. Alors, ils aiment bien. Bon, eh ben, ils aiment peut-être bien, mais ils soignent toujours la conséquence et on n'a pas l'air de s'occuper de la cause. Ou en tout cas pas assez à mon goût. Alors, il y a pire que ça. Parce que moi, je ne suis pas un anti-médicament à tout craint, comme certains pourraient l'être. Hein. Moi, je prescris du médicament quand il faut prescrire du médicament, ou j'ai des patients qui ont des prescriptions médicamenteuses que je respecte, que je confirme quelque part. Hein. Parfois, les gens me demandent mon avis, je dis ben oui, c'est effectivement logique de vous prescrire ça, mais bon, le résultat n'est pas probant, c'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent, parce que s'ils étaient enchantés, bon, je ne les verrais pas, hein, faut bien dire ce qui est. Et donc, c'est une première étape, mais si elle n'a pas été couronnée de succès, je suis un peu perturbé parce que je vois une espèce de Véronique encore ici. Bon, je ne suis pas trop sûr du nom, il faudra que je regarde ça de plus près lors du retour. Je la soumettrai peut-être sur mon profil Facebook. Mais vous êtes des petits comiques, hein. Quand je vous soumets maintenant de belles photos de fleurs, je suis tout fier de vous montrer des choses un peu particulières pour un peu titiller vos connaissances. Vous me collez une application dessus et évidemment la réponse fuse en 2 secondes sans aucune démarche intellectuelle. Bon, écoutez, c'est de bonne guerre parce que moi je me sers d'applications de ce type également, mais bon, pas exclusivement, mais ça complète évidemment mes livres et ce que je connais. Et donc je ne peux pas aller contre, mais bon, j'ai bien compris votre petit système. Et donc, vous n'aurez plus tellement de ce genre de devinettes parce que finalement, vous ne faites rien, c'est votre application qui fait tout. Mais enfin, ce sont quand même de jolies images et alors ça vous donne une touche de nature. Revenons justement à la différence entre le médicament antisymptomatique et le traitement naturel antisymptomatique. Mais le médicament est souvent plus puissant pour venir à bout d'un symptôme parce que typiquement, pas toujours, hein, mais souvent, un médicament va bloquer une réaction enzymatique et donc puissamment, hein, et donc va complètement changer la situation. Les anti-inflammatoires bloquent la production de certaines molécules pro-inflammatoires, ce qu'on appelle notamment des éicosanoïdes, parce qu'ils ont 20 atomes de carbone, hein, eikosi en grec veut dire 20. Et donc, voilà, c'est puissant. Et ça agit. Mais ça agit, il y a des effets secondaires, ce sont des voies
métaboliques précieuses, on a besoin de créer de l'inflammation, parce que c'est ça qui guérit les plaies, c'est ça qui lutte contre les infections, etc. Oui, c'est quand même plus compliqué qu'il y paraît à première vue. On ne peut pas supprimer l'inflammation ou supprimer les immunosuppresseurs pour soigner les maladies auto-immunes. Bon, ben écoutez, c'est efficace, c'est puissant, mais on a des effets secondaires parce que l'immunité peut être compromise et donc on peut faire des cancers ou des choses comme ça. Alors, si on remplace ces médicaments puissants par des molécules naturelles, vous savez quoi? On a peut-être moins de toxicité, bon, mais on a souvent moins d'efficacité. Alors, est-ce que c'est ça la démarche de la médecine fonctionnelle? Moi, je ne suis pas du tout convaincu, pas du tout. Et donc, on peut reprendre l'exemple des maladies auto-immunes pour lesquelles on donne des anti-inflammatoires et des immunosuppresseurs. Elle m'intrigue, cette Véronique-là. Je pense que c'est Officinalis, mais je sais pas, elle a une drôle de tête. Faut quand même confirmer ça. Ah oui, ceci c'est Officinalis. Oui, c'est Veronica Officinalis. Il y en a plein les bois. Je sais pas, c'est parce qu'à cause de climat, je n'ai jamais vu autant. Pour moi, c'était quelque chose de relativement peu courant. Et là, il y en a. Oui, c'est Officinalis. Bon, écoutez, je vous l'ai déjà montré, alors voilà. Vous n'aurez plus. Et donc, maladie auto-immune, il y a tous ces médicaments puissants qui sont des médicaments symptomatiques, qui ne cherchent en aucune manière la cause. Moi, j'aborde ces maladies auto-immunes, je laisse les patients sous ces traitements puissants, avec leurs effets secondaires ou leurs risques à plus long terme. Je dis, écoutez, bon, au moins, il y a ça en place, vous êtes soulagés, mais on va essayer de chercher la cause, on va essayer de soigner cette cause. Et chez beaucoup d'entre eux, on trouve évidemment un leaky gut, des causes évidentes pour ce leaky gut qui peuvent être multiples, qui peuvent être combinés. On n'a pas du tout de protocole là derrière. On a un éventail de possibilités qu'il faut débusquer à l'aide de tout un algorithme de tests et voir ce qui s'applique aux patients auto-immuns en question. Donc moi, dans ces cas-là, je soigne la cause de l'auto-immunité. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est d'ailleurs ça que les patients, je suis connu, je pense, dans ce domaine-là pour ce genre de démarche. Et donc, je trouve que ça se fait finalement en bonne synergie, si pas collaboration, mais en tout cas, il y a une synergie que le patient établit entre son traitement de fond classique, puissant, parfois évidemment agressif aussi, et mon approche. Et puis au fil des semaines et des mois, il y a une amélioration et les rhumatologues ou les immunologues ou les physiothérapeutes, enfin les médecins spécialistes qui s'occupent de ça, parce que c'est pas toujours totalement bien défini, ça peut dépendre aussi de quelle pathologie il s'agit, se rendent compte que ils ont parfois leurs propres marqueurs, que les choses vont mieux et ils diminuent les traitements où le patient commence à demander est-ce que vous pensez qu'on pourrait peut-être essayer de diminuer. Alors on diminue prudemment et effectivement il y a un accord qui se fait de la part du médecin spécialiste et qui diminue les doses, et ça se fait progressivement, prudemment, pour être certain qu'il n'y a pas d'effet rebond et qu'on est effectivement sur la bonne voie. Voilà, ça c'est de la médecine fonctionnelle, vraie, parce que c'est de la médecine qui soigne les causes. Okay. Alors peut-être l'exemple des maladies auto-immunes est peut-être un peu facile. Si vous voulez, on peut réfléchir à tout ce qui a été discuté dans les... Bon, Goliath essaye de m'entortiller, mais aujourd'hui, je ne me laisse pas... Allez, va. Tout ce qui a été dit sur, justement, le SIBO, l'IBS, enfin, toutes les problématiques intestinales. Et là, si vous voulez, le problème se déplace. Je vois mes collègues totalement obsédés par ce que j'appelle les bébêtes.
Alors, je dis soit de bébêtes, soit de bestioles. Bon, j'appelle parfois mes chiens, mes chats, mes chats et mon chien des bestioles. Hein, donc, le terme n'est pas nécessairement péjoratif. Mais, donc, il n'y a que les microbes qui comptent. Et alors, il y a une obsession, il faut absolument savoir quel est le microbe, il faut un nom, on s'ingénie à voir quel métabolisme ils ont, quels gaz sont éventuellement rejetés. Il y a des tests très, très poussés, très, très scientifiques, très, très intéressants, hein, je ne rejette pas. Il y a... Ah oui, ça c'est une ronce, Goliath. Attends, parce que... Voilà, allez, passe, allez. Et donc, que ce soit les gaz, et puis alors les traitements en correspondance. Alors, j'ai un collègue auquel je pense qui fait des choses que je ne maîtrise pas, qui donne des traitements à base de différents champignons, différents mélanges. Il y a aussi tous ceux qui sont, encore un domaine où j'ai des sérieuses lacunes avec les huiles essentielles. Et alors, il y a l'huile essentielle qui est bien adaptée à ceci. Il peut y avoir des mélanges. Enfin, tout ça peut se faire. Et tout ça est très, très bien. Je ne suis pas en train de contester ça. Et d'ailleurs, moi, je fais évidemment aussi, je vous ai suffisamment parlé de la berbérine et de la lysine. Et bon. Donc, je fais aussi évidemment de l'antimicrobien, puis j'utilise des prébiotiques, des probiotiques, des symbiotiques pour repeupler. Donc, je m'occupe aussi des microbes. Mais si vous ne vous occupez pas de la cause, pensez que vous allez avoir un résultat. Oui, vous allez améliorer la situation, mais la cause, elle est toujours là. La cause qui perturbe l'écosystème intestinal, elle est toujours là. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas cherché la cause. La cause, elle est dans le patient. La cause, elle est dans les faiblesses du patient. Ses défenses immunitaires sont peut-être pas suffisantes. Ce qu'il mange ne convient pas à son type. Il mange bien, oui, soi-disant, c'est quoi, hein? Il a mangé bien pour une personne qui ne correspond pas du tout à manger bien pour une autre personne. Il faut personnaliser. Il faut voir les aliments perturbateurs, les enlever. Et ça, j'ai bien expliqué ça dans les vidéos précédentes. Il faut, comme je vous l'ai dit multiples fois, s'assurer que l'immunité est suffisante et au niveau intestinal, les surrénales et la glande thyroïde jouent un grand rôle, surtout la glande thyroïde, surtout pas manquer d'hormones thyroïdiennes actives T3, sinon votre immunité intestinale, elle est dans les choux. Et donc, si vous ne faites pas tout ça, imaginons que le patient a un manque de T3 pour des raisons qui peuvent être très variées. De nouveau, pas question de protocole, il faut chercher pourquoi il y a ce manque de T3 et ça va de la génétique jusqu'au stress en passant par le manque de sélénium, de zinc. Et il y a des connotations, des corrélations avec les surrénales à ce niveau-là aussi. Donc, tout ça va être totalement personnalisé. Imaginons que votre patient a un manque de T3. J'écarte les ronces pour mon Goliath. Et vous avez de haute lutte reconquis un microbiote intestinal favorable, plus sain. Vous croyez que ça va rester comme ça? Pensez pas que ça va rechuter, tôt ou tard, dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent. Et alors le patient va revenir, votre traitement, très bien, mais docteur, voilà, ça recommence, bon, c'est un peu différent. Bon, maintenant, mes gaz qui étaient malodorants de tel type, c'est pas exactement la même chose, mais j'ai de nouveau des douleurs abdominales, des selles perturbées. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, rebelote. Quelle est la bébête, hein? Et qu'est-ce qu'on va donner comme traitement de la bébête? Croyez-vous qu'on va s'occuper du pourquoi le patient est sujet à ces dysbioses répétitives? Ben non. Alors, bon, si j'étais méchant, je dirais, comme ça, on est certain que le patient va revenir avec autre chose. Bon, ça, c'est pas sympa parce que il est un fait que même si on travaille la cause, il peut y avoir besoin d'un entretien, d'un réglage fin. La cause peut un peu évoluer et puis
ça peut nécessiter une certaine surveillance. Mais enfin, en attendant, quand on soigne la cause, eh bien, on a des résultats beaucoup plus stables, beaucoup plus durables. Et ça, c'est une approche vraiment holistique. Ce n'est pas une approche symptomatique, où ce n'est pas un traitement de la conséquence. Beaucoup trop de médecins fonctionnels soignent les conséquences et ne se préoccupent pas des causes. Et alors, il y a une espèce de gloriole de dire « Ah oui, mais moi je soigne les conséquences, donc j'attaque les bébêtes avec une méthodologie, d'une complexité, un protocole, parce que là c'en est un, mais extrêmement complexe, ramifié, des sous-cas, des sous-sous-sous-cas. Ah oui, mais s'il y a ça et ça... Ok, mais c'est très impressionnant, ça en jette. Hein. Pour le patient, ça en jette beaucoup. Ça en jette pour moi, je ne nie pas. Mais est-ce qu'on cherche le pourquoi de ces rechutes perpétuelles? Non. Non. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement chercher toutes les causes d'entrée de jeu? Non, on peut faire un traitement symptomatique une première fois, mais si le patient a du mal à guérir, qu'il y a des échecs de cette approche symptomatique, ou que le patient revient avec une autre bébête un peu plus tard, ou qu'il a une histoire médicale, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'histoire médicale, où il y a plein de bébêtes. Il y a eu candidose, et puis il y a eu des vers, et puis il y a eu des amis. Bon voilà, c'est des patients qui ont voyagé, ils ont chopé des trucs partout, de toutes sortes, et puis vous avez une espèce de liste infernale. Vous ne croyez pas que dans ces cas-là, c'est le patient le problème? C'est quoi, de la malchance perpétuelle? C'est vraiment avoir tiré le mauvais lot d'entrée de jeu? Non, il y a une cause et on n'a pas du tout essayé de la trouver. Voilà, ça c'était le message aujourd'hui. Le temps est écoulé. J'espère que le message portera. C'est peut-être dérangeant, mais voilà, c'est important. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre jour? Que la terre était basse. C'est pas la terre est basse, c'est que la chose que je ramasse est précieuse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon petit Goliath, hein? Il a été brossé pendant 1 heure hier matin, je vais vous dire que c'est pas de son goût. Et puis, aujourd'hui, il est très désireux d'aller promener, hein, je peux vous dire. Et là, il est en train de me dire, quand est-ce que tu me déposes par terre? Voilà, merci à tous, à la prochaine. Et passez un bon week-end, puisque vous verrez ceci un vendredi soir, à 19h30 comme d'habitude. Merci, au revoir.